Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question d'histoire qui est juste fascinante. Comment le roi de France, qui au départ n'avait qu'un tout petit territoire, a-t-il pu devenir le maître de tout le royaume? C'est une sacrée épopée et on va la découvrir ensemble, pas à pas. Ok. Alors pour commencer, regardez bien ces deux cartes. C'est assez frappant, non? À gauche, on est en 1180. Le domaine royal, c'est-à-dire ce qui appartient en propre au roi, c'est cette petite tache autour de Paris. C'est minuscule, hein? Et puis hop, on fait un bond de 300 ans et on regarde la carte de droite. Là, ça n'a plus rien à voir. Le royaume ressemble déjà beaucoup plus à la France d'aujourd'hui. Alors la question, c'est comment on est passé de ça à ça? C'est un vrai puzzle de pouvoir, de guerre et de stratégie qu'on va reconstituer. Alors, pour comprendre comment cette transformation incroyable a pu se produire, on a besoin de quelques mots de vocabulaire. C'est un peu comme les règles du jeu en fait. Une fois qu'on a compris ces mots-clés, tout le reste devient beaucoup plus clair. Allez, c'est parti, on se met au point sur le vocabulaire de l'époque. Premier mot-clé, le domaine royal. Alors ça, c'est facile. C'est le terrain de jeu personnel du roi. C'est l'ensemble des terres où c'est lui, et seulement lui, le chef. C'est là qu'il peut prélever des impôts, rendre la justice, bref, c'est chez lui. Et comme on vient de le voir sur la carte, au début, son chez lui est vraiment rikiki. Deuxième mot important, le fief. Alors ça, c'est super important parce que tout le reste du royaume, en dehors du domaine royal, est découpé en fiefs. Imaginez, un grand seigneur, un duc ou un comte par exemple, possède d'immenses territoires. Il va en prêter un morceau, le fief, à un chevalier, un vassal. En échange, ce vassal lui promet fidélité et aide militaire. C'est comme ça que les grands seigneurs assoient leur pouvoir. Et donc, qui est ce fameux vassal? Eh bien, c'est ce guerrier, ce chevalier, qui reçoit le fief. Pour l'obtenir, il doit faire une cérémonie, l'hommage, où il jure d'être fidèle à son seigneur. C'est un contrat, en quelque sorte. Tu me donnes une terre, et moi je te promets de me battre pour toi et de te conseiller. C'est le deal. Et pour finir avec le vocabulaire, le suzerain. C'est tout simplement le seigneur qui donne le fief, celui qui est au-dessus du vassal. En fait, tout ce système forme une immense pyramide. Un petit seigneur est le vassal d'un plus grand, qui est lui-même le vassal d'un encore plus grand, et au sommet de la pyramide, le suzerain de tous les suzerains, en théorie, c'est le roi. J'insiste bien sur « en théorie », parce qu'on va voir que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on y vient. Parce que dans la réalité, beaucoup de grands seigneurs, comme le duc de Normandie ou le comte de Flandre, sont super puissants, parfois même plus riches et plus forts que le roi, et ils n'hésitent pas à lui désobéir. Mais ça va commencer à changer avec un roi qui va tout bousculer, Philippe Auguste. Retenez bien ce nom, c'est lui qui va commencer à transformer ce pouvoir théorique du roi en un vrai pouvoir bien réel. Et là, on a un exemple parfait de la situation. Accrochez-vous, c'est un peu tordu. Le roi d'Angleterre de l'époque, qui s'appelle Jean Santerre, est aussi duc de Normandie. Et en tant que duc de Normandie, il est le vassal du roi de France. C'est dingue, non? Un roi qui est le vassal d'un autre roi. Et en 1202, ce Jean Santerre refuse de se présenter devant la justice de son suzerain, Philippe Auguste. C'est une provocation énorme, un défi lancé en pleine face. Et là, Philippe Auguste va jouer un coup de maître. Il ne fonce pas tête baissée, non. Il utilise les règles du jeu, les lois féodales, mais il les retourne à son avantage. Étape 1. Il constate la faute. Jean Santerre, le vassal, a désobéi. C'est une faute grave. Étape 2. En tant que suzerain, il le juge et rend son verdict. Et la sanction est radicale. Confiscation de tous ses fiefs en France. En gros, tu m'as désobéi, je te reprends tout ce que mes ancêtres t'ont donné. Étape 3, évidemment, Jean Santerre refuse. Et donc la seule issue, c'est la guerre. Et cette guerre va culminer dans une bataille légendaire, la bataille de Bouvines en 1214. C'est un peu l'équivalent de la finale de la Coupe du Monde de l'époque. D'un côté, Philippe Auguste, de l'autre, le roi d'Angleterre, l'empereur germanique, le comte de Flandre, bref, tous ses ennemis réunis. Et contre toute attente, c'est Philippe Auguste qui gagne. C'est une victoire totale qui envoie un message très clair à tout le monde. Attention, le roi de France, c'est maintenant le plus fort. Et les conséquences de cette victoire? Eh bien, il suffit de regarder la carte. Vous vous souvenez de la petite tache de tout à l'heure? Regardez maintenant. Le domaine royal a plus que triplé de volume. Philippe Auguste a récupéré d'un coup la Normandie, l'Anjou, le Maine, des territoires immenses et très riches. Le roi n'est plus juste un suzerain sur le papier, il est devenu le patron d'un territoire puissant. Bon, c'est super d'avoir un grand royaume, mais maintenant, il faut le gérer. C'est un peu comme avoir une chambre immense. Si elle n'est pas rangée, c'est le chaos. Pour le roi, c'est pareil. Il a un territoire immense, il a besoin de nouveaux outils pour le contrôler efficacement. Il va devoir construire ce qu'on appelle un État moderne.
Alors, le roi s'installe à Paris et il crée son gouvernement. C'est une administration centrale avec 3 piliers. D'abord, le Conseil du roi, c'est un peu le cerveau, là où se prennent les grandes décisions. Ensuite, le Parlement de Paris, qui devient la plus haute cour de justice du royaume. Et enfin, la Chambre des comptes, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de l'argent. Avec ça, tout est beaucoup plus structuré, c'est la naissance de l'État tel qu'on le connaît en fait. Mais un gouvernement à Paris, ça ne suffit pas. Il faut des relais sur le terrain. Le roi va donc nommer des fonctionnaires qui sont ses yeux et ses oreilles dans tout le royaume. On les appelle les baillis dans le nord et les sénéchaux dans le sud. Leur boulot est simple, ils rendent la justice, ils lèvent les impôts, mais surtout, ils le font au nom du roi. C'est comme si le roi était partout à la fois. Son pouvoir touche désormais chaque coin du royaume. Et puis il y a l'outil ultime du pouvoir, l'armée. Fini le temps où le roi devait demander à ses vassaux de venir se battre pour lui, avec le risque qu'ils refusent. Maintenant, le roi se constitue sa propre armée. Une armée permanente, avec des soldats de métier, qui sont payés par lui. Et ça change tout. Leur loyauté ne va plus à un seigneur local, elle va au roi et uniquement au roi. Ça lui donne une puissance militaire incomparable. On fait un petit saut dans le temps. La France sort d'une période terrible, la guerre de 100 ans, qui a failli tout détruire. C'est dans ce contexte qu'arrive un nouveau roi, un personnage haut en couleur, Louis XI. Et lui, il va finir le travail. Il va prendre toutes les pièces du puzzle et les assembler pour de bon, pour unifier la France. Louis XI, ce n'est pas le genre de roi à foncer dans le tas avec sa grande épée. Lui, il est beaucoup plus rusé. On le surnommait l'universel araignée. Pourquoi ? Parce qu'il passait son temps à tisser sa toile pour piéger ses ennemis et à grandir son royaume. Il utilisait tout. La ruse, la diplomatie, des mariages arrangés pour récupérer des territoires comme la Bretagne, mais aussi la guerre quand c'était nécessaire, notamment contre son pire ennemi, le très puissant duc de Bourgogne. C'est lui qui va vraiment mettre les derniers grands seigneurs au pas. Bon, on a parcouru pas mal de chemin. C'est le moment de faire une petite pause et de récapituler. Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir de tout ça pour le prochain contrôle ? Sortez les stylos, on fait le point sur l'essentiel. Alors, niveau chronologie, il faut avoir quelques repères en tête. D'abord, le règne de Philippe Auguste. C'est lui qui lance la machine. Ensuite, une date capitale, 1214, la bataille de Bouvines, le grand tournant. On n'oublie pas la guerre de 100 ans, qui a tout compliqué, mais qui a aussi renforcé le pouvoir du roi à la fin. Et pour terminer, le règne de Louis XI, à la fin du XVe siècle, qui met le point final à l'unification. Pour vous aider, ce petit tableau récapitule tout. Les dates à connaître par cœur, 1214 pour Bouvines et la période 1461-1483 pour Louis XI. Les personnages incontournables, Philippe Auguste, Louis XI et leur ennemi Jean sans Terre. Et surtout, les mots-clés qu'on a vus au début. Domaine royal, vassal, suzerain, fief. Il faut être capable de les définir les yeux fermés. Si vous avez ça, vous avez les bases solides. Donc, si on revient à notre question de départ, comment le roi est-il devenu le maître du royaume ? Eh bien maintenant, la réponse est claire. Il a utilisé une combinaison de 3 armes. D'abord la justice, en utilisant les lois féodales à son avantage. Ensuite la guerre, avec des victoires décisives. Et enfin l'administration, en créant un État moderne. C'est grâce à ce trio gagnant que le roi a pu unifier la France autour de lui. Et voilà, le travail est accompli. Le royaume est unifié, le roi est tout-puissant. Fin de l'histoire ? Pas du tout. C'est justement là que ça devient encore plus intéressant. Maintenant qu'il n'a plus de rivaux à l'intérieur du royaume, quel nouveau type de pouvoir encore plus absolu va-t-il chercher à mettre en place ? Ça, c'est une autre histoire et ce sera le sujet de notre prochaine leçon.